Merci, bonsoir à tous. Merci à Céline et merci à Oceanopolis d'avoir organisé cette soirée. C'est très sympa d'avoir beaucoup de monde, c'est très bien. Alors, comme l'a dit, bon, je suis ici pour plus. Bon, vous savez qu'on est dans une année un peu spéciale, en 2015, cette conférence climat à Paris en fin d'année. Elle est importante. Alors, elle n'est pas importante simplement parce qu'elle est à Paris, mais parce que, disons franchement, on espère que des décisions pourront y être prises pour effectivement réussir à stabiliser le réchauffement climatique. Ce réchauffement est inexorable. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de le limiter. Donc, je reparlerai de cette conférence de Paris. Mais Céline, tu m'as tendu la perche. C'est vrai que je vais vous parler plus du climat du futur, mais disons, ma vie de chercheur, ça a été vraiment, disons, les climats passés, hein, disons, l'exploitation des glaces du Groenland, de l'Antarctique. Effectivement, ça nous aide à comprendre le fonctionnement du système climatique. Donc j'ai une partie de moi qui est brestoise, en ce sens que j'ai été assez longtemps, une dizaine d'années, président de l'Institut polaire de l'IPEV. Et je commence donc par vous montrer une carotte de glace. Voilà, donc un peu, je vais bien sûr, donc ça c'est, donc on a eu des grands projets en Antarctique, au Groenland. Voilà, une carotte de glace, ça c'est 3 mètres de longueur, c'est une dizaine de centimètres de diamètre, et on y apprend beaucoup de choses sur le climat, l'environnement du passé. Bon alors voilà, je suis ici au Groenland, on découpe, généralement ce sont des projets, très généralement des projets internationaux, européens, et donc évidemment une des premières tâches qu'on a sur le terrain, c'est de découper les morceaux de glace pour les envoyer dans les différents laboratoires. C'est ce qu'on fait quand on est sur le terrain. Sur le terrain, les gens qui sont les plus importants, ce sont les foreurs. C'est très difficile de faire des forages de 2-3 km, ça prend des années. Généralement, on n'y arrive jamais du premier coup. Mais disons, pour ce qui me concerne, moi, disons, ce qu'on a fait dans notre laboratoire, c'est surtout d'analyser la composition de cette glace isotopique. Et c'est ça qui nous permet de reconstituer les climats passés, enfin, disons, les variations de la température en Antarctique. Alors, mais il y a beaucoup mieux, enfin, il y a aussi dans ces glaces ces petites bulles d'air, hein, qu'on peut extraire. Donc, en particulier, ce sont c'était des travaux qui ont été réalisés au laboratoire de glaciologie de Grenoble, par exemple par Claude Lorius, son équipe, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola. Donc un peu de publicité, donc à la fin de l'année vous verrez un film qui sortira en salle, qui s'appelle Le ciel et la glace, qui est de Luc Jacquet, c'est celui qui a fait La marche des empereurs, et voilà, donc c'est autour de la vie de Claude Lorius, et toute cette aventure qu'on a vécue, enfin moi j'ai eu la chance de la vivre depuis, j'ai commencé en 68, donc toute cette aventure des grands forages en Antarctique et au Groenland, et donc je vous invite déjà à aller voir ce film, mais ça sortira en novembre dans toutes les bonnes salles, y compris à Brest. Et voilà, par exemple, le genre de résultats qu'on a réussi à mettre en évidence. C'était dans les années 80 que nous avons, disons, donc, vous voyez là au milieu, donc ce sont les 400 000 dernières années. Ah, j'ai mis ça, c'est bon, ouais. Voilà, donc on part de moins 400 000 ans. Donc vous voyez, donc ce qu'on fait à Saclay, donc dans notre laboratoire, c'est mesurer la composition de la glace, ça nous permet de reconstituer les variations de température. Donc ces cycles, donc ça on appelle ça des périodes interglaciaires. Nous sommes dans une période interglaciaire depuis 10 000 ans. Et vous voyez qu'il y a eu des périodes beaucoup plus froides, à peu près 10 degrés plus froides en Antarctique. Ce sont donc les périodes glaciaires. Et il y a eu, disons, les périodes glaciaires sont très longues. Les périodes chaudes sont par contre très courtes. Donc il y a eu cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Donc on a tous appris ça à l'école. Donc voilà, on trouve le témoignage dans ces glaces polaires. Mais le plus intéressant, évidemment, disons, c'est de montrer, c'est la seule façon de voir ce lien
disons entre gaz à effet de serre. Ici, donc on a le gaz carbonique. Vous voyez, il y a pratiquement une augmentation de donc 200 parties par million. C'est pas grave limité. 280, il y a, disons, en période chaude, plutôt 300, il y a à peu près une augmentation de 50%, 40 à 50% du gaz carbonique entre la période glaciaire et la période actuelle. C'est vrai aussi pour le méthane, il y avait moins de méthane, donc ce sont deux gaz à effet de serre, j'y reviendrai, moins de méthane pendant les périodes froides, et vous voyez que sur, disons, ces 400, donc on a maintenant des enregistrements sur 800 000 ans, et donc sur l'ensemble de cette période, on voit un lien entre gaz à effet de serre et climat. Et c'est effectivement, disons, les premiers travaux, disons, le premier cycle climatique, les publications, c'était en 87, et ça, disons, c'était intéressant parce que c'était, disons, avant, quand on parlait de l'effet de serre, pour, disons, donner un exemple, on nous disait effectivement Vénus a une température différente, Mars est très froid, Vénus très chaud, parce que l'effet de serre y est différent, mais on comprend bien que c'est, disons, c'est plus palpable de montrer que cet effet de serre opère aussi sur, disons, sur notre planète, hein, et donc dans le passé, il y a eu un lien fort entre effet de serre et climat. En notant quand même que l'origine des cycles glaciaires interglaciaires, ce n'est pas l'effet de serre lui-même, c'est, disons, l'astronomie, la position de la Terre sur son orbite. Donc c'est ce qui m'a passionné pendant toute ma carrière, donc ce qu'on apprend des glaces polaires. Et ce qu'on a appris aussi, donc, vous voyez, c'est que, eh bien, on est rentré dans un monde nouveau, hein, depuis 200 ans. Vous voyez, cette augmentation disons du gaz carbonique, on en a à 400 parties par million, ça a pratiquement doublé, il y a 2 fois plus de gaz carbonique dans l'atmosphère que lors de la dernière période glaciaire. Alors c'est maintenant ce dont je vais plus vous parler. Alors de façon, donc là ce sont toujours disons les mêmes résultats en fait, mais sur une période plus récente, hein, donc sur les 10 000 dernières années, vous voyez, de 10 000 ans. Là, ça, disons, dans cet encadré, ce sont les 200 dernières années. Donc, mais quand vous regardez effectivement la composition de l'atmosphère à l'échelle, disons, des 10 000 dernières années, vous voyez qu'il y a vraiment une variation extrêmement rapide depuis 200 ans. Elle est à la fois rapide et importante. Plus 40% de gaz carbonique, plus que multiplié par 2 pour le méthane, plus de 20% pour le protoxyde d'azote. Alors pourquoi je parle spécifiquement de ces composés? Parce que ce sont alors la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre, mais nos activités ne modifient pas la quantité dans l'atmosphère. Le climat modifie le fait que l'océan se réchauffe, modifie la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais par exemple, si vous irriguez, ou alors des fois on me pose la question, les traînées d'avions, tout ça, ça ne modifie pas la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. A l'inverse, quand on parle de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote, ce sont vraiment nos activités qui modifient la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Par exemple, c'est lié à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, du bois également. Hein. Si vous brûlez du bois, vous faites aussi du gaz carbonique. L'avantage, c'est que si, disons, quand la forêt se remet en place, ou quand, eh bien, on récupère ce gaz carbonique, on réabsorbe. Donc, globalement, c'est neutre. Hein. Donc, vous voyez, donc, le méthane, c'est à chaque fois que, disons, que la matière organique se décompose en dehors d'oxygène. Hein. Disons ça, donc c'est quoi la panse des ruminants, les décharges, les rizières, les tas de fumier. Le protoxyde d'azote, c'est aussi lié aux engrais, aux fumiers également. Voilà, donc ce que je veux simplement dire, je ne vais pas être trop long sur cette partie, mais il faut retenir que par nos activités, nous modifions de façon rapide et importante la composition de l'atmosphère. C'est très bien documenté, c'est documenté par secteur, c'est documenté par région, c'est documenté par pays, et c'est quelque chose dont nous sommes certains. Alors, pourquoi c'est important quand on parle de réchauffement climatique? Eh bien, que ces composés sont des gaz à effet de serre, ça veut dire que le rayonnement solaire, une fois qu'il est réfléchi à la surface de la planète, eh bien, une partie de ce rayonnement solaire réfléchi est absorbée par ces gaz à effet de serre. Alors, heureusement, hein, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, on ne serait simplement pas là. Hein, il y aurait, disons, la température moyenne de la planète, c'est de l'ordre de moins 20 degrés. Donc, je veux dire, l'effet de serre est quelque chose de très bénéfique, c'est son augmentation qui nous pose problème. En gros, quand vous augmentez l'effet de serre, eh bien, vous augmentez le chauffage, vous augmentez la quantité de chaleur mise à disposition des composantes du système climatique.
Alors donc on augmente en fait la quantité de chaleur de l'ordre de 1%, et il faut savoir qu'il n'y a que de ces 1% d'augmentation, alors on va dire c'est pas beaucoup, vous chauffez un peu plus, hein, 1% de plus, mais c'est justement là où est le problème. Hein. Donc, et de cette quantité de chaleur, l'essentiel va dans l'océan en fait, hein, 93%, disons l'atmosphère en prend 1%, les glaces 3%, les surfaces continentales 3%. Ça veut dire que quand vous parlez de réchauffement climatique, il ne faut pas regarder que ce qui se passe dans l'atmosphère. Mais il s'y passe quand même des choses. Donc, ah oui, donc ça c'est pour un peu vous situer les idées, hein, pour dire qu'on sait comment ce qu'on fait. Ben, voilà ce qu'on fait en France. Vous voyez, donc le gaz carbonique c'est le vert. Donc les secteurs, l'énergie, l'industrie, évidemment le transport routier joue un rôle important. Le résidentiel tertiaire, vous voyez, ça joue aussi, bon, c'est-à-dire ce qu'on consomme chez soi en gros, le domestique. Et puis, pas de surprise, quand vous regardez les deux gaz à effet de serre, donc méthane et disons protoxyde d'azote en bleu, et bien là, disons l'essentiel, une large partie de ces deux composés est liée à l'agriculture, à la sylviculture. Donc voilà, ça représente à peu près un quart à l'échelle mondiale. Alors oui, on voit quelque chose. Donc, alors quand on parle de réchauffement climatique, donc là vous voyez on va du milieu du 19e siècle dans ce cas-là à 2011, eh bien vous voyez que donc il y a un réchauffement climatique, alors pas année après année, hein, il y a une variabilité année après année. Quand on parle de réchauffement climatique, on aime mieux l'évoquer, ce sont les mêmes données, mais simplement elles sont décennie après décennie, elles sont moyennées sur 10 ans, et c'est là que vous voyez que, disons, chacune des 3 dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies qui les ont précédées depuis 1850. Donc on voit aussi que ce réchauffement n'est pas homogène, il est à peu près 2 fois plus rapide dans les régions de l'Arctique, parce qu'il y a des processus d'amplification, il est moins important sur l'océan. Voilà, mais notre conclusion, c'est que le réchauffement est sans équivoque, alors il est également sans précédent. C'est-à-dire quand on regarde, on a beaucoup de données sur l'hémisphère nord, moins sur l'hémisphère sud, mais contrairement à ce qu'on nous dit très souvent, hein, Laurent Cabrol, quand je l'ai en face moi à chaque fois, ne cesse de le répéter, le Groenland vert, c'est quelque chose de très mythique, mais qui n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a pas eu au début de ce millénaire de période plus chaude qu'aujourd'hui à l'échelle hémisphérique. Ça peut être vrai régionalement, mais quand on regarde à l'échelle de l'hémisphère nord, eh bien les 30 dernières années sont les plus chaudes qu'on ait connues depuis au moins 1400 ans. Donc le diagnostic est très clair. Alors évidemment, il y a eu des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui dans le lointain passé. Et même pas il suffit d'y aller il y a 120 000 ans, par exemple, la précédente période chaude était plus chaude que la période actuelle. Ça, c'est sans discussion, de l'ordre peut-être 2 à 3 degrés plus chaud en moyenne globale. Il y a aussi des périodes beaucoup plus chaudes au Crétacé, au Tertiaire. Donc le fait de dire que, disons de façon naturelle, le climat a pu être plus chaud qu'aujourd'hui est tout à fait exact. Simplement, ce n'est pas vrai pour ce qui concerne le dernier millénaire. Donc, bon, là, ça permet de voir un peu plus de détails. Ça permet d'abord de montrer, disons, ça, ce sont des données qui. Donc, les données précédentes s'arrêtaient en 2012. Là, on a les 2 dernières années. Donc, ça permet de montrer que, disons, 2014 a été l'année la plus chaude à l'échelle de la planète. Hein, donc, et puis, ça permet aussi de différencier les années selon quelles sont des années où il y a un phénomène El Niño, c'est-à-dire une partie de l'océan Pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne. Celle où il y a les bleus, celle où il y a une période El Niña, c'est le contraire, c'est-à-dire que une partie de l'océan Pacifique est, disons, est plus froide que sa valeur moyenne. C'est ce rythme qui, avec, disons, vous voyez, il y a un rythme ça dépend de 3 à 7 ans, et ce qu'on observe, c'est que ce sont normalement les années El Niño, évidemment, il n'y a pas de surprise, puisqu'il y a une partie du Pacifique qui est plus chaud que la moyenne, sont des années chaudes. Il est intéressant de remarquer que 2014, alors c'est une année, disons, sans El Niño et sans l'inverse non plus, a été l'année la plus chaude. Ça veut aussi dire que, disons, la prochaine année avec El Niño sera une année certainement record. Ce sera peut-être 2015, ce sera peut-être 2016, on verra. 2015, et certains pensent que ça pourrait être 2015, on verra bien. Voilà, donc, alors ce qui est important dans ce problème de réchauffement, c'est bien de regarder les autres composantes du système climatique. Et vraiment, ce qui est au cœur enfin, pour moi, l'argument principal du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc pour beaucoup, c'est un problème, ce qui est vrai d'ailleurs, je reviendrai, hein, mais c'est aussi un indicateur très clair du réchauffement climatique. Pourquoi? Donc nous avons une élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année, hein, à peu près
Donc ça peut varier d'une année sur l'autre, en moyenne. Alors, on est sur ce rythme-là. Et cette élévation du niveau de la mer, pour moitié, elle est liée à la fonte des glaces. Alors, soit les glaces de nos régions, on appelle ça les glaciers tempérés. Alors, il y a évidemment un peu les Alpes, mais encore plus l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses, hein, disons. Et puis, depuis une vingtaine d'années, eh bien, le Groenland et puis l'Antarctique de l'Ouest, alors cette partie de l'Antarctique qui est, disons, que dans le prolongement de l'Amérique du Sud, contribue également à l'élévation du niveau de la mer. Donc vous avez à travers disons, donc effectivement cette contribution des glaciers et des calottes glaciaires, c'est directement lié au réchauffement de ces régions, et donc ça témoigne du réchauffement. Alors l'autre partie, disons un autre tiers est lié au fait que l'océan se réchauffe, donc vous voyez là il y a de plus en plus de chaleur dans l'océan, donc on sait le mesurer. Les océanographes, je salue ici Paul Tréguer et beaucoup Anne-Marie, donc merci. Donc c'est vous qui faites ça quand même, hein, c'est pas nous. Mais voilà, les mesures les mesures de quantité de chaleur, en fait, température et quantité de chaleur montrent clairement que la quantité de chaleur dans l'océan augmente et eh bien, ça se traduit aussi par une contribution à l'élévation du niveau de la mer. Il reste à peu près 15% qui sont liés au fait que on pompe de l'eau, donc on pompe, on n'arrête pas de pomper dans les nappes souterraines. Et cette eau, à la fin, elle se retrouve dans l'océan et ça joue quand même pour une petite partie de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, mais tout ça pour dire que vraiment l'élévation du niveau de la mer est un indicateur très clair, en un seul chiffre, du réchauffement climatique. Alors, d'autres indicateurs, donc si vous regardez la banquise, hein, là on parle de la banquise arctique, hein, vous regardez, elle est minimale à la fin de... Donc elle est très importante, une large partie de l'Arctique actuellement est recouverte de glace, moins que d'autres années. En fait, même on est plutôt disons la couverture maximum de cette année est nettement inférieure à celle des années précédentes. Mais la couverture minimum, elle, c'est à fin septembre. Enfin, on prend de façon un peu, non pas arbitraire, mais on prend la mi-septembre. Bien, à la mi-septembre, il y a 200 ans, au début du XXe siècle, il y avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Alors, le maximum, c'est 14 millions de kilomètres carrés, je crois. Il y a à peu près 10 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été. Maintenant, il y a plutôt 4 ou 5 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été. Il y a 2 fois moins de banquise à la fin de l'été qu'il y a une centaine d'années. Donc c'est vrai aussi pour les surfaces enneigées. Alors, les surfaces enneigées donc, sont maximales à la fin de l'hiver et elles sont moins importantes qu'elles ne l'étaient également il y a un siècle. Donc tout ça pour vous dire qu'on a vraiment... Tout nous montre que le climat se réchauffe. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de regarder autour de vous. La nature au sens large, perçoit le réchauffement climatique. C'est très clair. Bon, évidemment, on donne en France, là l'exemple n'est pas là, on donne en France cet exemple des dates des vendanges qui se sont avancées d'à peu près 3 bonnes semaines, entre 3 semaines et un mois depuis une cinquantaine d'années, depuis les années, enfin, disons les années 50. Bon, là, il y a d'autres, c'est simplement pour, donc là, ça va être des inondations, disons que l'océan réagit, hein, il y a l'augmentation de l'acidité de l'océan, mais bon, disons les poissons aiment bien trouver des températures qui leur plaisent, donc ils se déplacent. Des feux de forêt hein, qui sont plus importants. Ce cristal de glace, c'est pour dire que disons, nos montagnes sont affectées, un glacier, mais aussi durée d'enneigement. Voilà, des inondations catastrophiques, en particulier. Bon, il y en a eu en Bretagne, mais surtout c'était encore pire la même année, donc c'était l'hiver dernier, enfin bon, l'hiver de l'an dernier, pas l'hiver dernier, disons quand on regarde disons le sud de l'Angleterre, voilà, et puis donc des écosystèmes naturels, tout est affecté, tout réagit, aussi bien sûr la faune, la flore, tout réagit comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Le diagnostic est là très clair, il y a tout un ensemble disons, d'indices qui montrent, disons, la nature ressent ce réchauffement climatique. Et il n'y a pas simplement, disons, les thermomètres, les élévations du niveau de la mer, mais c'est au sens plus large. Voilà, alors, donc il y a effectivement, là c'est aussi pour l'année récente, on voit aussi bon, des extrêmes. Alors nous on est très prudents sur l'attribution des extrêmes ou non aux activités humaines, mais bon, quand on regarde les extrêmes, ils ont plutôt tendance disons, à s'amplifier, à augmenter, soit en intensité, soit en nombre, mais nous restons très prudents. Alors c'est vrai que si vous êtes habitant du Québec ou dans la Nouvelle-Angleterre ou New York, vous ne pouvez pas croire au réchauffement climatique. Ils ont un hiver très très froid.
Pourtant ça c'est quand même intéressant de montrer que 2014, eh bien, si vous êtes là, vous avez l'impression d'une année très froide. Et puis en moyenne globale, c'est indiscutablement l'année la plus chaude qu'on ait connue depuis 150 ans. Donc évidemment, des périodes de sécheresse, des vagues de froid, vous voyez très peu, mais surtout des sécheresses, bon, celle de Californie est très marquée. Voilà, donc des phénomènes qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle des coûts d'assurance d'ailleurs, et puis des désastres climatiques. Voilà, donc maintenant, alors, j'ai essayé de vous dire donc dans notre domaine, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, il y a des incertitudes, mais il y a aussi des certitudes. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que nous avons deux certitudes. Le premier, c'est que ce sont nos activités qui modifient la composition de l'atmosphère. Le second, c'est que le réchauffement climatique est sans équivoque. Donc pour notre communauté, ce sont vraiment deux certitudes. Alors là où on commence à avoir débat, et il est légitime, c'est effectivement, vous nous dites que le chauffage augmente, vous nous dites que la température augmente, mais ça ne prouve pas qu'il y ait relation de cause à effet. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc c'est un débat tout à fait légitime, que certains mènent peut-être trop loin, parce qu'en fait, nous avons maintenant les arguments très clairs pour conclure, et je pense que c'est un des résultats principaux du 5e rapport du GIEC, que, en fait, disons, à plus de 95 chances sur 100, une large part du réchauffement climatique que nous vivons actuellement est déjà lié aux activités humaines. Pour notre communauté, nous sommes déjà dans un monde dont nous modifions le climat. Alors comment on arrive à cette conclusion? Eh bien, on peut regarder, bien sûr, on connaît les causes naturelles de modification du climat. Là, on va s'intéresser, vous voyez, aux 150 dernières années. Donc on connaît les causes naturelles. Les causes naturelles, ce sont largement ce qui est lié à l'activité solaire, la variation de l'activité solaire. Il y a par exemple un cycle de 11 ans, mais aussi l'activité volcanique. Par exemple, ça correspond au Pinatubo, je crois, 91. Et là, à chaque grande éruption volcanique, eh bien, il y a un refroidissement qui dure quelques dixièmes, à peu près de quelques dixièmes de degrés à l'échelle planétaire, qui dure quelques années, et puis après, ça se remet, disons, sur la ligne de base. Donc si on tient compte, si on tient compte des causes naturelles de modification du climat, eh bien on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années. A l'inverse, si on tient compte à la fois des causes naturelles, mais aussi de celles liées aux activités humaines, alors dans les activités humaines, c'était mentionné, mais je le redis là, il n'y a pas que l'effet de serre, il se fait que la pollution au sens vraiment trivial du terme, que ce soit la pollution urbaine, la pollution automobile, la pollution industrielle, disons, rejette ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des aérosols dans l'atmosphère. En particulier, certains de ces aérosols, les aérosols sulfatés, jouent un rôle dans la vie des nuages. Ce sont des noyaux de condensation. Et tout cela modifie les propriétés optiques des nuages, avec comme résultat, en gros, de façon simple, que la pollution contrecarre une partie du réchauffement climatique de l'ordre de 20%. Donc, quand on tient compte de tout cela, eh bien, on voit quand même qu'on explique de façon tout à fait correcte le réchauffement des 50 dernières années. D'où cette conclusion, les activités humaines sont vraiment à l'origine du réchauffement que nous vivons depuis, en tout cas maintenant, vous voyez, disons, il y a eu cette divergence qui s'est passée au cours disons, à peu près, à partir des années 50, 60. Alors, on est allé plus loin dans le 5e rapport du GIEC. C'est intéressant, c'est qu'on a été capable de chiffrer les contributions des disons, les différentes contributions au réchauffement observé. Alors le réchauffement observé, alors là on parle de la période depuis 1950, le réchauffement observé c'est 7 dixièmes de degré, 2 tiers de degré. Voilà, c'est ça en noir. Les gaz à effet de serre expliqueraient pratiquement 1 degré de réchauffement s'il n'y avait pas des aérosols. En fait, disons, la composante des activités humaines, c'est la différence entre le vert et le jaune. Vous voyez, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle anthropique. Eh bien, on explique, c'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion, on explique que, eh bien, les activités humaines sont à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique. Quand on regarde les causes naturelles, eh bien, on ne peut expliquer qu'1 dixième de degré, par exemple, par la modification de l'activité solaire ou de l'activité volcanique, par rapport à 7 dixièmes de degré. C'est un peu logique, puisque quand on regarde les quantités d'énergie qui sont en cause, c'est 3 watts par mètre carré supplémentaires que nous avons apportés à travers l'augmentation de l'effet de serre, et la variabilité
Par contre, la variabilité du Soleil, la variabilité solaire, disons, son amplitude n'est que l'ordre de 1/10 de watt par mètre carré. Donc on voit bien, c'est la raison fondamentale pour laquelle, disons, finalement, les activités humaines ont pris le pas sur la variabilité naturelle. C'est simplement que ce que nous faisons en termes d'énergie est vraiment beaucoup plus important que la variabilité du Soleil à ces échelles de temps. Donc voilà, donc ça c'est une conclusion importante et de toute façon qui n'est, je dirais, qui ne change pas fondamentalement l'idée que nous avons du climat futur. Je veux dire par là que cette question nous était posée dans le premier rapport du GIEC. Est-ce que les activités humaines sont déjà à l'origine du réchauffement? La réponse du premier rapport du GIEC en 92 était on ne sait pas. On ne sait pas dire si les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique. Et quand on regarde le même rapport de 92, eh bien, on prévoyait de toute façon, c'est assez indépendant, que eh bien, à horizon 2050, le réchauffement climatique, si l'effet de serre allait continuer à augmenter, pouvait être de quelques degrés, entre 2 et 5 degrés, au milieu du XXe siècle, au milieu du XXIe siècle. Donc je veux dire par là que disons, ces projections pour le futur n'ont pas tellement varié au cours des 25 dernières années. Alors où en sommes-nous? Alors donc là on s'appuie sur le rapport du GIEC. Donc vous voyez là on va parler cette fois disons, du 20e et du 21e siècle. Donc pour le 20e siècle ce sont les données. Et pour le 21e siècle, donc on a essayé de présenter, alors donc on comprend bien que, je pense que c'est intuitif, que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique va être important. Donc ça c'est logique. En gros c'est ce que nous disent les modèles, ils confirment cette intuition. Et donc en fait pour disons, essayer de présenter de façon assez simple, eh bien on discute, donc on a analysé deux scénarios en priorité, enfin on présente ici deux scénarios. Le scénario émetteur, le scénario émetteur se suit en gros on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Si aucune mesure n'a été prise, j'espère qu'on ne sera pas là. Et puis le scénario sobre qui disons, répond à l'objectif de la Convention climat, à cette unité de la Convention climat qui est de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés, enfin de maintenir le réchauffement à 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Alors si on regarde le scénario émetteur, vous voyez on arrive à des températures entre 4 et 5 degrés à la fin du siècle. Alors c'est très dur de dire, mais c'est très dur de faire comprendre que 4 à 5 degrés, eh bien c'est en moyenne globale, c'est un climat complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Mais l'exemple qu'on donne, qui est au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, la température n'était que de 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, disons de façon naturelle, la nature a mis des milliers d'années pour passer de la dernière période glaciaire à la période actuelle, et là nous lui ferions subir le même changement en moyenne, mais sur l'échelle de, disons, de moins d'une centaine d'années. Donc on voit bien la vitesse du réchauffement climatique que nous mettons en route actuellement, qui est quelque chose de phénoménal. Alors quand on regarde, on va regarder, alors il y a aussi une autre caractéristique, c'est que ce scénario, eh bien, il n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle. Si on continue à faire n'importe quoi, eh bien on va vers 6-8 degrés à la fin du siècle prochain, donc de réchauffement. Donc alors quand on regarde ces conséquences, donc c'est pas très clair, mais c'est pas très grave. Vous avez 5 catégories, donc on a dans le rapport du GIEC classe de façon un peu, disons, les conséquences du réchauffement climatique en 5 catégories. Donc la première catégorie, on appelle ça des systèmes uniques menacés. En gros, par exemple, le bon exemple, ce sont les récifs coralliens qui à la fois souffrent de l'acidification de l'océan et du réchauffement des eaux de surface de l'océan. Il faut voir que dans le cas du scénario émetteur, à la fin du siècle, disons, l'acidité de l'océan aura été multipliée par 2. C'est très clair. Donc elle a déjà augmenté de 30%, mais l'acidité de l'océan serait multipliée par 2. Donc c'est aussi la banquise, par exemple. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les événements extrêmes, les événements climatiques extrêmes. Bon, ça va, sécheresse, inondations, canicules, cyclones, qui pourraient devenir, et en fait, qui pourraient devenir plus intenses, pas forcément plus fréquents,
et certains événements extrêmes. Donc une des caractéristiques d'un climat plus chaud, c'est qu'effectivement les événements extrêmes deviennent soit plus intenses, soit plus fréquents, soit les deux, par exemple pour les canicules, hein, quand on regarde, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein, donc voilà, donc ce sont les événements extrêmes. La troisième catégorie, c'est plutôt les populations. Quand on parle de réfugiés climatiques, quand on parle de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau qui seront menacés, c'est tout ça qui est derrière cette troisième catégorie. La quatrième, ce sont plus tous ces phénomènes environnementaux qui, par eux-mêmes, sont des problèmes auxquels il faut faire face. Justement, l'accès en eau, les rendements agricoles vont être affectés, la biodiversité, la perte de biodiversité va être exacerbée, les problèmes de santé aussi, avec beaucoup de problèmes sur disons, santé liés au réchauffement climatique, des problèmes aussi d'écosystèmes naturels qui seront fortement affectés. Donc toute cette catégorie, donc en fait, ce qu'on observe de façon assez globale, c'est que disons, les phénomènes, et de même pour la pollution d'ailleurs, hein, disons, tous ces phénomènes qui par eux-mêmes sont déjà des problèmes environnementaux sont en général tous exacerbés par le réchauffement climatique, surtout s'il est rapide. C'est ça l'idée. Ensuite, la dernière catégorie, on parle plus de phénomènes irréversibles. Donc on peut donner deux exemples. Un phénomène irréversible, c'est l'élévation du niveau de la mer. Jamais on ne reviendra, disons, de mémoire d'homme au niveau de la mer d'il y a 100 ans. Bon, et le niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre, j'y reviendrai de façon très importante, mais c'est aussi le cas par exemple de la fonte du permafrost. Alors la fonte du permafrost n'est pas irréversible par elle-même, on pourrait imaginer que le permafrost, disons, si ça refroidissait, se remette en place, hein, c'est ce sol gelé, mais il faut voir que certains sont gelés justement depuis la dernière période glaciaire sur de grandes profondeurs. Mais ce qui se passera, de toute façon, ce qui est irréversible, c'est le fait que la fonte du permafrost aussi se traduit par disons, toute la matière organique qui est dans ces sols gelés se décompose et va former soit du gaz carbonique, soit du méthane. Et ce gaz carbonique, ce méthane seront de façon irréversible dans l'atmosphère, ou en tout cas dans le système. Donc c'est en ce sens irréversible. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous voyez, donc ces 5 catégories. Alors ensuite, il y a des niveaux de risque d'indétectable, moyen, élevé, très élevé. Donc vous voyez, si vous êtes à 4 degrés, alors je ne vous parle pas après, si vous êtes à 5 ou 6, pratiquement tous les voyants sont au rouge. Disons, dans tous les cas, quel que soit en gros de façon, j'en parlerai de quelques-uns, donc tous les voyants sont au rouge. À l'inverse, disons en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura beaucoup de mal, sinon disons, ça sera en pratique impossible de s'adapter, en tout cas très difficile, voire impossible de s'adapter à ces nouvelles conditions. C'est très clair. A l'inverse, et ça l'intérêt, c'est au cœur de la conférence de Paris, si on réussit à limiter le réchauffement climatique, eh bien, bon, évidemment, il y a des choses, je l'ai dit, qui sont inexorables, l'acidification de l'océan, disons, les récifs coralliens qui seront mis à mal, mais globalement, on voit bien que, disons, les effets sont plutôt moyens, voire certains indétectables. Donc l'idée, c'est que si on réussit à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. Alors pas pour tout, hein, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra, mais c'est quand même le mieux qu'on puisse faire, c'est de limiter ce réchauffement climatique, et je crois que, disons, ce graphique, disons, justifie pleinement la décision de tous les pays, justement, de s'attaquer à ce problème. En tout cas, tous les pays ont adhéré à cet objectif. Ça ne veut pas dire que on réussira. Disons, il n'y a pas, justement, entre le diagnostic et puis l'action, il y a malheureusement un fossé qui est pour le moment loin d'être comblé. Alors, quelques exemples. L'élévation du niveau de la mer. Donc là, là, il y a 4 scénarios. Le scénario émetteur, c'est celui-là. Vous arrivez à des élévations du niveau de la mer de près de 80 cm à la fin du siècle. Mais même dans le cas du scénario, disons, sobre, il y a une telle inertie dans le système océanique que l'élévation du niveau de la mer sera de toute façon de 30-40 cm supplémentaires. Donc on n'échappera pas à une élévation du niveau de la mer supplémentaire. Le problème, ce n'est pas tellement à la fin du siècle, c'est la suite. Là, l'inertie est telle que ça se poursuivra pendant des siècles et des siècles, comme on dit. Et donc et si le réchauffement climatique était maintenu en dessus d'un certain seuil, qui est en fait entre 1 et 4 degrés, en gros, ça serait probablement le cas dans le scénario émetteur, eh bien, à long terme, on ne parle pas d'une échelle séculaire, mais d'une échelle millénaire, il est très probable que le Groenland, bon, actuellement au rythme où ils font, ça mettrait 7000 ans, donc ils font à peu près
voilà, hein, donc au rythme où il contribue à l'élévation du niveau de la mer, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt à une échelle millénaire que le Groenland disparaîtrait. Ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, et ce sont des choses que nous mettons en route par nos actions d'aujourd'hui. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc j'illustre souvent, je ne suis pas spécialisé de la biodiversité, mais il me semble que disons, ce graphique, ce diagramme du groupe 2, enfin, des impacts est très parlant. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit la vitesse de déplacement du climat. Donc dans le cas du scénario émetteur, à la fin du siècle, on arrivera à des vitesses de déplacement du climat, alors, dans l'hémisphère nord vers le nord, disons en cas de plaine, de l'ordre de 6 à 7 km par an, 60 ou 70 km par décennie. Ce serait des déplacements très importants. Qu'est-ce qu'on observe? Ça, ce sont les capacités, les vitesses de déplacement des espèces. Alors vous voyez les arbres, bon c'est pas très grave, des plantes, des arbres, là vous voyez des rongeurs, des primates. Disons pour beaucoup de ces espèces, eh bien, leur capacité de déplacement est tout simplement plus faible que la capacité de déplacement du climat. C'est-à-dire que si on ne les aide pas, ils auront beaucoup de mal à s'adapter. Évidemment, il y a des espèces qui peuvent se déplacer plus rapidement. Donc quand on parle de certains mammifères, sabots, voilà, disons des insectes, voilà. Mais globalement, on comprend bien que, disons, un changement climatique rapide accélérerait, exacerberait la perte de biodiversité, dont on comprend bien qu'elle est mise à mal pour beaucoup d'autres raisons. Mais voilà, donc c'est. Alors ensuite, les rendements agricoles. Je ne vais pas faire le tour de tout. Je vous montre 2 ou 3 exemples. Je crois que c'est le dernier que je montre. Alors évidemment, on a le sentiment que, et c'est que, disons, avec le réchauffement climatique, certaines régions vont gagner en termes de productivité agricole. On a moins le sentiment que certaines régions vont perdre. Il faut voir par exemple que dès maintenant, eh bien, disons, les productivités agricoles par exemple en France, les rendements de blé, disons, qui avaient augmenté de façon régulière depuis la Seconde Guerre mondiale, ont stagné au cours des 10 dernières années. Et une partie de cette stagnation, le fait que les rendements n'augmentent plus, eh bien, est attribuée en fait disons, à des périodes plus sèches, en gros à des paramètres climatiques. Déjà, le climat influence déjà les rendements agricoles. Et effectivement, donc là, vous avez en bleu, disons, on parle ici des 4 cultures vivrières principales, blé, riz, maïs, soja. C'est en gros celles sur lesquelles disons, nous appuyons pour l'alimentation en général, y compris l'alimentation du bétail, bien sûr. Donc vous voyez, il y a effectivement les régions en bleu, ce sont les régions qui gagnent. C'est agrégé, donc il y a certaines régions où la productivité peut pratiquement aller jusqu'à doubler. Et en jaune, ce sont les régions qui perdent. Vous voyez, effectivement, disons jusqu'en 2030, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équivalentes. Puis quand vous voyez que le réchauffement climatique se met en place, eh bien, il est clair qu'à la fin du siècle, les régions qui perdent, en particulier pour des raisons de sécheresse, pour des raisons aussi ça peut être l'élévation du niveau de la mer qui affecte, disons, ça salinise les sols dans certaines régions. Donc les régions qui perdent prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent. Donc en cas de réchauffement climatique important, il y a un problème avec la sécurité alimentaire mondiale qui sera, bien sûr, la démographie est là, qui sera de toute façon, je dirais, difficile. Enfin, ça pose déjà un problème en dehors du réchauffement climatique, mais là aussi, c'est pour bien montrer que le réchauffement climatique n'aidera pas, disons, à résoudre le problème de sécurité, ou à apporter des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire. Donc maintenant, alors, bon, quelque chose que j'aime bien montrer, donc j'ai été chargé disons, de coordonner des rapports sur le climat de la France. Alors, en gros, c'est quand même pour montrer que ce n'est pas chez les autres que ça se passe, ça se passera aussi chez nous. Donc voilà, j'avais remis à Ségolène Royal l'an dernier un rapport plus sur les scénarios régionalisés. Cette année, le rapport a été plus sur l'élévation du niveau de la mer, ce problème de l'élévation du niveau de la mer. Je vous montre quelques points. Donc en termes de... Alors bon, maintenant vous le savez tous, 2014 a aussi été l'année la plus chaude qu'on ait connue en France, depuis voilà, 150 ans, en fait, ici depuis le début du siècle. Et alors c'est assez disons, intéressant de noter que personne n'a perçu l'année 2014 comme une bonne année. Vous voyez, l'été a été pourri, vous
Vous voyez, les mois disons, les mois en dessous en bleu, donc ce sont les mois qui ont été, disons, plus froids que la moyenne. Hein, disons que voilà, c'est pratiquement tout l'été, bon, à part quelques pointes, hein, en juin, je pense, mais vous voyez, l'été a été pas très bon. Et en fait, c'est l'année la plus chaude parce que l'hiver a été très doux et l'automne a été très doux. Donc c'est pour ça que c'est l'année la plus chaude. C'est pas du tout, on n'a pas du tout cette perception à travers la qualité de l'été. Hein. Disons, l'été a été plutôt médiocre. Alors, quand on regarde vers le futur, on regarde ici dans ce cas-là, donc en fait, j'ai pris deux des modèles. Alors l'intérêt, donc le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est une météo France qu'on régionalise, c'est-à-dire que, disons, dans les modèles globaux, on a une grille d'à peu près 100 km sur 100 km. Là, avec, disons, si on regarde à l'échelle plus régionale, on peut aller sur des grilles de 8 km, en gros de 8 à 10 km. L'ennui, c'est que quand, enfin bon, en fait, il y a aussi quand même aussi des incertitudes. C'est un peu pour, disons, pour illustrer cela. Vous voyez, ça, ce sont deux modèles différents dans les mêmes scénarios qui donnent quand même des réponses assez différentes. Mais si vous regardez là, par exemple, ça c'est le modèle météo front, les réchauffements d'été sont, disons, là aussi de 4-5 degrés, hein, disons, plus importants sur le sud-est de la France que sur le nord-ouest. Hein. Vous voyez, la Bretagne, les réchauffements sont plutôt moins importants. Alors, bon, là bon, je suis peut-être passé assez vite, donc vous voyez, c'est sur les 30 dernières années, on donne les étés moyens sur 30 ans. En fait, il est plutôt plus, disons, je ne dis pas plus intéressant, mais en tout cas plus explicite de montrer non pas les 30 dernières années, mais année après année. Si vous regardez année après année, ça c'est pour l'Île-de-France, donc là ce sont voilà, les températures d'été en Île-de-France. Alors d'été, donc ce sont les mêmes approches, sauf qu'au lieu de montrer les 30 dernières années, je montre année après année. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont les données, donc jusqu'à donc les deux étés, alors j'aurais pu le mettre, donc les deux étés qu'on a eu très caniculaires, 2003, ça ne nous a pas laissé un très bon souvenir. Alors ça, c'est 1976. Hein. Donc voilà, il y a des simulations. Donc 2003 était à peu près 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Et quand vous, alors évidemment, il y aura toujours des canicules à la fin de ce siècle. Et quand vous regardez le scénario émetteur, voilà le scénario émetteur ici, eh bien, les étés caniculaires de la fin du siècle risquent d'être jusqu'à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Donc vous voyez que et pratiquement tous les étés seront aussi chauds, au moins aussi chauds que 2003. Donc ça donne une idée du monde vers lequel on irait, et ça ne laisse pas forcément de bons souvenirs. Et ça, ce sont des vrais problèmes. Alors à l'inverse, on voit bien l'intérêt de politique climatique, hein, pratiquement dans ce scénario, qui n'est pas le scénario le plus sobre, mais qui est un scénario intermédiaire. Eh bien, on voit que pratiquement, eh bien, il n'y a aucun été qui dépasse 2003. Hein, vous voyez bien à peu près. Hein, donc on voit bien, je pense que ça illustre mieux, je crois, cette disons, de comparer les étés à la fin du XXIe siècle, ça illustre mieux l'absolue nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, c'est un point important. Alors si on regarde maintenant les précipitations, donc ce qu'on voit dans les modèles, c'est vraiment une diminution des précipitations, en particulier, c'est une constante de deux modèles, sur le sud-est de la France. Alors je le dis parce qu'il y a aussi une vingtaine de modèles qui tous montrent, là j'en montre que deux, cette caractéristique. Une caractéristique très claire, c'est que sur tout le pourtour méditerranéen, disons l'été, il y aura moins de précipitations, et on voit bien les problèmes que cela peut poser. Donc des sécheresses à répétition. Donc ça, c'est, disons, c'est probablement en France quelque chose qui sera parmi les conséquences les plus visibles et les plus dommageables dans des régions où déjà l'accès en eau n'est pas si facile. Alors dans nos régions, c'est plutôt l'hiver qu'on va regarder. Donc l'hiver, donc là vous voyez, ce sont des augmentations de précipitations hein, qui peuvent être en fait pratiquement bon, ce qu'on a connu l'hiver 2014. Hein, l'hiver 2014, je regarde toujours les statistiques de Rennes, je suis navré. Il y en a peut-être qui savent celles de Brest, mais c'est plus que doublé à Brest, hein, je crois, dans le Finistère. Mais à Rennes, il y avait exactement 2 fois plus de précipitations. On parle de l'hiver 2014. Hein. Donc décembre 2013, janvier et février 2014, 2 fois plus de précipitations disons qu'une année normale, hein, qu'une année moyenne. Et ça a été vrai sur toute la façade atlantique. Et c'est ce qu'on risque d'avoir à répétition. On comprend bien le mécanisme, un hiver très doux, des perturbations qui nous viennent de l'océan à répétition, hein, vraiment, ça a été le cas.
Et donc, disons, ces masses d'air disons, contiennent beaucoup plus de vapeur d'eau. Et donc, derrière ça, disons, il y a plus de précipitations. Donc, ça s'est traduit par des inondations. Et donc, je veux dire que ce qu'on a connu en 2014 risque d'être une des choses qu'on connaîtra dans bon, pas forcément tous les hivers, mais une des choses qu'on connaîtra sur la façade atlantique, disons, dans un climat plus chaud, c'est-à-dire beaucoup plus de précipitations et les risques qui sont associés disons, à cette augmentation de précipitations. Alors maintenant, alors l'intérêt dans ce domaine quand même, c'est que finalement tout le monde a compris très rapidement ce qu'il fallait faire. Donc ce qu'il faut faire, disons 88, le GIEC se met en place, donc le premier rapport est en 90, et dès en 92, au sommet de la Terre de Rio, tous les pays signent la Convention climat. Donc la Convention climat, elle est mise en place à Rio, elle se réunit chaque année, c'est ce qu'on appelle la conférence des parties, COP, c'est pour ça qu'on parle de COP, et la Convention climat peut se résumer, alors il y a beaucoup d'articles évidemment, mais peut se résumer à son article 2, qui est un article de bon sens. Bon, en gros, il faut prendre des mesures pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. On comprend bien que bon, si on continue à chauffer, c'est un peu idiot d'espérer que rien ne se passera. C'est très clair, et ça tout le monde a compris, presque tout le monde. Alors le problème, c'est que pour stabiliser les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, il faut diminuer les émissions. Ce n'est pas simplement stabiliser les émissions, c'est que, disons en gros, ce qui sort de l'atmosphère, ce qu'on appelle les puits, soit plus important, un peu plus important en tout cas, du même ordre de grandeur que les sources. Alors, on en est loin actuellement. Actuellement, il y a plus de la moitié, disons, il y a à peu près la moitié du gaz carbonique qu'on émet qui reste dans l'atmosphère. Donc il y a vraiment cette idée, et dès au départ, donc finalement la machine se met assez rapidement en place, puisque la première conférence des parties est à Berlin en 1995, et il y en a trois qui sont un peu emblématiques, donc je suis sûr que les noms vous évoquent quelque chose. Celle de Kyoto, donc c'est la troisième, la conférence des parties numéro 3, où a été mis en place le protocole de Kyoto, qui était intéressant dans l'esprit, qui n'a pas été inutile, qui avait un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés. On appelle ça l'annexe 1 dans notre jargon, c'est de 5%. Alors les pays en voie de développement étaient, eux, tous signataires, puisqu'ils n'avaient pas d'engagement. Le protocole de Kyoto se met en place, donc c'était sur la période 2008-2012. Malheureusement, à l'époque, le premier pays émetteur, qui à l'époque était les États-Unis, n'ont jamais ratifié et jamais mis en œuvre. Ça a été aussi le cas pour le Canada, mais globalement, par exemple, l'Europe a tenu ses engagements pour le protocole de Kyoto. La France, qui s'était engagée à maintenir ses émissions par rapport à l'année de référence 1990, a mieux que tenu ses engagements. Donc, le protocole de Kyoto n'a pas vraiment été un échec. L'échec a été que le premier pays émetteur ne s'en soit pas vraiment préoccupé. En gros, disons que l'ère George W. Bush a été extrêmement néfaste pour ceux qui pensent en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est très clair. Si Al Gore avait été élu, et il aurait pu être élu, même je pense qu'il aurait dû être élu, peut-être les choses seraient-elles différentes. Je veux dire par là que ça a tenu un peu de choses. Donc ensuite, alors autre conférence emblématique, évidemment, en 2009, bon, il n'y a plus rien après 2012, donc il est temps de se pencher à ce qu'on devrait mettre en place pour l'après 2012. Alors on pensait déjà à quelque chose qui pourrait s'appeler la deuxième phase du protocole de Kyoto, qui normalement aurait dû être ambitieuse. Alors normalement, en fait, l'ambition, il y a bien une seconde phase du protocole de Kyoto, mais elle n'a aucune ambition. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que les seuls pays qui sont, en pratique actuellement, il n'y a que l'Europe, qui représente 10% des émissions, qui s'est impliquée réellement dans la deuxième phase du protocole de Kyoto, avec disons, son engagement 3x20 à horizon 2020, quelques autres pays, mais parmi tous les grands pays, États-Unis, Canada, Australie, Japon, Russie, ne sont pas partie prenante dans la seconde phase du protocole de Kyoto, sauf à partir d'accords volontaires. Donc on est loin du compte, et
Voilà, donc alors, Copenhague n'a quand même pas été complètement un échec, alors peut-être qu'un peu pour se faire pardonner, disons nos gouvernants, ils étaient tous là. Moi, il y avait Obama, il y avait Merkel, Poutine, tout le monde était là, je crois. Donc ils ont quand même fait, ils ont fait quelque chose, c'est de passer. Alors, vous voyez, dans sa version originale, le protocole n'a pas d'objectif chiffré. C'est important. Il n'y a pas d'objectif chiffré et c'est à Copenhague, en fait, à Cancun, que ça a été l'année suivante, en 2010, Copenhague et Cancun, où on est passé d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. C'est complètement différent. Cet objectif chiffré, c'est, disons, des mesures doivent être prises pour limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés par rapport disons, à la période pré-industrielle. Donc c'est à partir de Copenhague qui est rentré dans le vocabulaire de la Convention climat, cet objectif 2 degrés, hein, qui va être au cœur de la conférence de Paris. Alors pourquoi Paris devrait-elle être aussi emblématique? Alors pas parce que c'est à Paris, hein, pas du tout, mais parce qu'on est maintenant, disons, proche de 2020, et que si on veut quelque chose pour l'après 2020, eh bien, il faut vraiment s'y mettre maintenant. Donc l'idée, c'est que 2015, c'est, disons, l'aboutissement de ce qu'on appelle la feuille de route de Durban. Disons, depuis 3 ans, on sait que 2015 serait normalement la date butoir pour la mise, donc il y aura peut-être des discussions ultérieures, mais disons pour la mise en route d'un accord. Alors cet accord devrait être effectivement ambitieux, si on veut rester en dessous de 2 degrés, et il devrait impliquer tous les pays. C'est ce qui est fondamentalement différent par rapport aux accords précédents, c'est qu'on ne parle plus simplement des pays développés, mais l'idée serait que tous les pays y soient associés. Ça a été, la Chine, par exemple, a accepté l'idée de s'associer, afin de discuter au moins d'un accord dans lequel il serait partie prenante. Alors où en sommes-nous? Donc évidemment, la réussite de cette conférence est en premier lieu du ressort des gouvernements, mais c'est très clair que, disons, tous, disons, à la fois, ce n'est quand même pas uniquement le cas, à la fois, disons, le monde scientifique, on se mobilise, à la fois les collectivités locales, les ONG, les médias, mais aussi les entreprises, hein, donc, disons, ont un rôle à jouer. Et c'est pas si facile pour les entreprises. Quand on regarde, par exemple, si on regarde le problème vu du secteur fossile, disons qu'il y a une condition nécessaire pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés, elle est en termes d'utilisation des combustibles fossiles. En gros, on n'a plus le droit, si on veut limiter à 2 degrés, qu'à 250 milliards de tonnes, disons, de carbone, hein, provenant de combustibles fossiles. Ça représente 25 ans au rythme actuel. On en est à 10 milliards de tonnes chaque année. Donc 25 ans au rythme actuel, mais surtout, disons, un autre point de repère ou de comparaison, c'est de regarder ces 250 milliards de tonnes par rapport à ce qui est disponible. Donc on va parler de réserves. Donc si vous regardez les réserves, c'est ce qui est facilement accessible, disons, à des coûts et avec les technologies actuelles. Donc les ressources, c'est ce qu'on peut rêver aller chercher, soit à des coûts pour le moment plus importants, soit dans des conditions. Oui, même si on regarde des réserves, il faut laisser pratiquement 80% de ce qu'on a facilement accessible sous les pieds là où il est. Donc vous voyez bien que c'est un changement complet de mode de développement si on veut effectivement rester en disant en dessous de 2 degrés. C'est passer d'un développement largement basé sur l'utilisation des combustibles fossiles à ce qu'on appelle, évidemment, le mot est un peu galvaudé, mais une société sobre en carbone. Alors, on comprend bien à partir de cela. Alors évidemment, c'est pas comme ça c'est évidemment pas ce qu'on va faire. On va pas faire 25 ans au rythme actuel et puis 0 après. Donc les objectifs, disons, quand on regarde par contre l'ensemble des trajectoires qui permettent qui sont compatibles avec l'objectif 2 degrés, eh bien, toutes ces trajectoires se traduisent par, disons, par une diminution, alors en 2050, pratiquement, disons, entre moins 40 et moins 70%, c'est-à-dire une division par 2, voire par 3 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Donc c'est un monde complètement différent. Ensuite, pratiquement, on continue ensuite jusqu'à neutralité carbone à la fin du siècle. Et il faut aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Si on ne fait rien d'ici 2020,
il est clair que l'objectif 2 degrés nous échappera, on ira plutôt vers 3 degrés à échéance de la fin du siècle. Donc il y a vraiment ces trois, disons, échelles de temps importantes: l'urgence, faire quelque chose tout de suite, infléchir les émissions de gaz à effet de serre, et ensuite, disons, un effort d'ici 2050, divisé par 2, voire par 3, et arriver ensuite, et on est loin du compte, il faut ensuite pratiquement ne plus émettre, si on veut rester en dessous de 2 degrés. Alors on voit bien que, disons, c'est un monde différent. Le message du GIEC, il est quand même que c'est techniquement possible, disons, techniquement possible. Alors évidemment, c'est une condition nécessaire, ça n'est pas suffisante. Il faut agir aussi sur les autres gaz à effet de serre, être un peu attentif au méthane, au protoxyde d'azote. Mais en termes d'énergie, en tout cas, c'est techniquement possible. Disons, il y a tout le potentiel, en particulier en énergie renouvelable, et c'est économiquement viable. Dans cette transition, si on décidait de la faire, eh bien, bon, d'après le GIEC, toujours, elle affecterait disons, le développement d'à peu près 1 an tous les 30 ans en termes de PIB. C'est tout à fait acceptable, d'autant plus que, disons, dans ce calcul, on ne tient pas compte des co-bénéfices en termes d'amélioration de la qualité de vie, de diminution des désastres climatiques. Donc, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est plus une question de choix de société, de développement, que de réelles possibilités techniques. Disons, le potentiel est là, les solutions, il faut vouloir les mettre en œuvre, mais elles existent. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles seront mises en œuvre, mais c'est assez intéressant de voir comment elles se traduisent. Là aussi, c'est une analyse des scénarios qui permettent de rester en dessous de 2 degrés. Donc dans ces scénarios, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que donc c'est plus une analyse d'économiste en termes de modification des flux d'investissement. Donc les leviers ça permet de voir quels sont les leviers principaux pour réussir cette transition. Et le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. C'est de façon très claire, c'est l'efficacité énergétique. Voilà. Alors là, donc, en fait, il y a trois indications. Ça, ce sont à gauche, ce sont pour les pays développés. Les pays en voie de développement, ça, c'est le total. Donc, si on regarde le total, vous voyez, l'efficacité énergétique est vraiment, disons, le premier levier pour diminuer notre consommation d'énergie. Ensuite, évidemment, il n'y a pas de surprise par rapport à il faut désinvestir massivement de l'extraction des combustibles fossiles, vous voyez, désinvestir également de l'utilisation des combustibles fossiles, sauf si on réussissait à mettre en place ce qu'on appelle le piégeage et le stockage du gaz carbonique, Carbon Capture and Storage. Donc, effectivement, mais c'est loin d'être opérationnel, c'est pas si simple. Donc, vous voyez, ensuite, bon, tous ces scénarios gardent une petite partie de nucléaire, sans une augmentation d'investissement très importante, et bien sûr un développement important des renouvelables, qui sera encore plus important après 2050 et qui est déjà en route dans certains pays. Et puis, disons, c'est aussi pour, disons, en gros, illustrer le fait que, disons, l'énergie deviendra, disons, il y aura un basculement, en tout cas une place plus importante donnée à l'électrique par rapport à la chaleur. Donc par exemple en termes par rapport au combustible. Disons par exemple, le meilleur exemple, c'est bien sûr la mobilité. Si on veut effectivement disons gagner, diminuer notre utilisation d'essence, de fuel ou de gasoil, eh bien il faut effectivement, la voie, c'est pour le moment à travers l'électrification de cette mobilité. Voilà, donc je vais arrêter là, ça donne simplement une idée d'où nous en sommes. La route est encore longue d'ici Paris, il y a des discussions, mais ça sera certainement très difficile d'atteindre les objectifs, mais il faut faire le maximum, et c'est un peu le message, et je crois que ça concerne chacun d'entre nous, disons, aussi bien dans les associations, dans les ONG, dans le milieu scientifique, dans les entreprises, aussi dans les médias. Voilà, merci beaucoup.